Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau pour cette émission consacrée à la prévention des risques en milieu professionnel et à l'action des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les SPSTI. Cette émission s'inscrit dans le cadre des rencontres santé-travail organisées par le réseau Présence tout au long de cette semaine. Quelques mots d'abord, quelques chiffres sur Présence, qui est l'organisme représentatif des SPSTI et qui couvre tout le territoire national. Emploie 18 000 justement collaborateurs, dont plus de 4 000 médecins du travail, 2 700 infirmiers de santé au travail et qui intervient auprès d'1,5 million d'employeurs pour la santé du travail. Et pour la santé du travail, justement, 15 millions de travailleurs dans le secteur privé. Cette semaine, les services de prévention et de santé au travail interentreprises organisent donc partout en France ces rencontres pour la 5e édition Rencontre Santé Travail. Et justement, ces rencontres, ce sont l'opportunité d'échanger sur une thématique, la prévention des risques professionnels, un sport d'équipe, et de donner la parole dans toute la France aux professionnels de cette santé au travail. Alors, on va voyager un petit peu partout, justement, tout au long de cette émission. On va partir un peu dans les différentes régions de France avec différents reportages. Et puis ensuite, on va commenter justement ces reportages avec nos experts en plateau. On les accueille. Bonjour Vincent Jiménez, merci d'être ici. Vous êtes chef du bureau des acteurs de la prévention en entreprise à la Direction générale du travail. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour Céline Fage, bonjour, merci d'être ici. Vous êtes directrice, vous, de Présentis. C'est un SPSTI du côté de l'Isère, du côté de Grenoble, c'est bien ça. Merci d'être ici. Docteur Christophe Garchury, bonjour, vous êtes médecin coordinateur d'un SPSTI d'Île-de-France, Prevlink. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Et bonjour Sandra Bassi, vous êtes secrétaire générale du réseau Présence. Je commence avec vous, Vincent Jiménez, justement, puisque le ministère du Travail, bien sûr, est pleinement impliqué dans ces questions de santé au travail qu'on évoque aujourd'hui, notamment depuis cette loi du 2 août 2021 qui vise à renforcer la prévention de la santé au travail. Oui, les SPSTI sont vraiment un acteur essentiel auprès de l'ensemble des entreprises et un acteur de proximité, notamment pour les TPE, PME. C'est vraiment l'objet de cette réforme. Il faut rappeler que les SPSTI couvrent 93% des salariés du secteur privé et que l'État porte pour cet acteur essentiel pour les entreprises un objectif de mise en œuvre de la loi du 2 août avec une offre socle pour les entreprises adhérentes. Offre socle qui vise 3 volets, à la fois la prévention en entreprise, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et enfin la prévention de la désinsertion professionnelle. On peut par exemple citer aussi l'aide qu'offrent ces services aux entreprises en matière d'évaluation des risques professionnels et ou bien entendu dans la mise en œuvre et le suivi des salariés à travers des visites en santé au travail qui sont organisées. Alors la question que l'on se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on connaît vraiment cette offre d'accompagnement des SPSTI et est-ce que l'on sait ce qu'elle apporte, en tout cas aux employeurs et à leurs salariés? Alors, je vous le disais, on va partir sur le terrain tout au long de cette émission. On commence avec le premier volet qui est, vous l'avez dit Vincent, la prévention des risques professionnels. Donc évaluer et agir sur ces risques professionnels pour préserver la santé sur le long terme. On va partir du côté de Rouen dans un restaurant-salon qui a souhaité créer un nouveau laboratoire de pâtisserie pour améliorer les conditions de travail de ses salariés. Et puis ensuite, on ira à Paris dans un EHPAD où là, l'établissement a organisé des aménagements pour s'assurer de la santé de ses employeurs et des personnels de soins. Regardez et puis ensuite on commente. Je m'appelle Carole Krikioch, je suis la propriétaire du salon de thé Dame Cake à Rouen. Donc nous avons une vingtaine de salariés, on a aujourd'hui une équipe de serveurs, une équipe en cuisine, une équipe en pâtisserie, donc ça fait une belle famille.
Alors, on s'était rendu compte avec l'évolution de l'activité depuis plusieurs années qu'on manquait vraiment de place dans la cuisine et on avait besoin pour pouvoir évoluer et également améliorer les conditions de travail de matériel plus adapté. Donc, j'ai dans un premier temps souhaité séparer l'activité de pâtisserie et de cuisine avec la création d'un nouveau laboratoire en pâtisserie. On a réfléchi sur comment aménager un petit peu cette cuisine et lors d'un entretien avec la médecine du travail, j'ai soumis ce projet afin d'améliorer les conditions de travail de mes salariés. Je suis Pauline Desafis, technicienne HSE au sein du service de prévention et de santé au travail donc de la MSN, située en Seine-Maritime sur Rouen. Je lui ai proposé de monter un dossier pour obtenir des aides financières auprès de la CARSAT et donc un dossier TMS Pro Action visant à réduire, diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques pour ses salariés. Donc il y a eu conseil dans l'achat d'un chariot à fond variable pour limiter les postures contraignantes des pâtissiers pour les sacs de farine. Donc le sac peut maintenant, en fonction du poids, remonter tout seul et ne plus être au sol. Dans les aménagements, il y a eu aussi la proposition d'équiper les salariés avec un diable spécifique pour monter dans les escaliers pour limiter le port de charge et le port de charge avec déplacement. Il y a eu aussi des conseils, non pas en achat de matériel, mais en organisation du nouveau laboratoire pâtisserie sur les différentes hauteurs de stockage par exemple. C'est au quotidien qu'ils me remercient. Par exemple, avec le lave-vaisselle à capot, il n'y a plus besoin de se baisser, ils font tout à niveau. Le four auto-nettoyant, il n'y a plus besoin de passer 1 heure pour le nettoyage du four. Ils appuient sur un bouton, le four s'auto-nettoie. Moins de gestes répétitifs. Avant, les grosses cuves pour les gros volumes de préparation se faisaient manuellement. Aujourd'hui, c'est le robot qui s'en occupe, puisqu'on a la place de pouvoir mettre un robot plus grand. Ils se gênent moins également dans la cuisine, puisque avant, il y avait une petite cuisine, ils étaient nombreux, donc il fallait s'organiser également au niveau des horaires de travail. Donc ils ont moins besoin de venir tôt travailler, puisque là, ils sont vraiment autonomes. La pâtisserie est autonome par rapport à la cuisine. Depuis qu'on a fait les travaux, ça fait déjà 8 ou 10 mois. J'ai pas eu de plainte, j'ai mal au dos, pas eu d'arrêt de maladie sur la partie pâtisserie. Peut-être est-ce grâce à ça. Donc les nouveaux aménagements ont tout d'abord permis de diminuer, voire supprimer certains risques professionnels, notamment les troubles musculo-squelettiques, mais également sur globalement des risques psychosociaux également, dans l'organisation du travail, dans la charge de travail qui est moindre maintenant du fait de la nouvelle organisation du laboratoire. Diminution aussi de certains risques de coupure par des aménagements différents pour le stockage des couteaux par exemple. C'est vraiment un réel bénéfice pour eux. Au quotidien, je le vois à leur visage. Aussi dans la création de nouvelles recettes. Ils gagnent du temps en fait dans leur travail, les conditions sont plus agréables, ils sont plus ouverts à la créativité et même dans leur investissement, je me rends compte. Cette coopération a été une grande réussite du fait de la disponibilité donc de Madame Krikioch pour pouvoir répondre à mes différentes sollicitations pour faire ces différentes études, la transparence et puis le partage avec les équipes également. C'est un dossier qui a été monté vraiment en équipe, pas juste avec donc Madame Krikioch, mais le partage avec les pâtissiers. Et puis donc la confiance sur les propositions qui ont été faites et sur lesquelles elle a engagé des investissements. Je suis Elodie Loureiro, référente technique au département prévention au sein de Prevlink, le service de prévention et de santé au travail qui accompagne les parentèles de la rue Blanche depuis 2013. Je suis Patricia Hélon, je suis directrice à la résidence Les Parentèles de la rue Blanche depuis 9 mois. La prise en charge des toilettes sont des moments complexes qui nécessitent des transferts du lit au fauteuil. Toutes les équipes de prévention se sont rapprochées de l'établissement très rapidement pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'activité, se présenter mutuellement et mieux connaître les différents métiers de l'établissement pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur démarche de prévention. La médecine du travail nous avait accompagnés sur 4 systèmes de rails qui permettaient donc une transition du lit au fauteuil d'une façon sécurisée. Pour vous expliquer un petit peu l'intérêt de ce dispositif, le transfert est toujours un moment très fragile parce qu'il est un moment de crainte
pour le résident et un moment complexe pour le soignant. C'est en échangeant avec l'employeur et les collaborateurs qu'il nous a permis d'identifier les différentes situations à risque liées à l'environnement et aux différentes tâches qui pouvaient être exécutées. Et effectivement, il paraissait évident que les rails de transfert étaient une solution qui pouvait être adaptée pour accompagner les soignants, mais également les résidents. C'est pour ça qu'on a très rapidement conseillé l'établissement de se rapprocher aussi d'aides financières qui allaient pouvoir les aider à justement équiper davantage de chambres pour pouvoir améliorer les conditions de travail des soignants, mais également les conditions de vie des résidents. Malgré cet outil qui peut sembler un peu artificiel, nos équipes ont très bien accueilli ces nouveaux dispositifs parce qu'il va permettre de sécuriser le transfert, donc rassurer le résident, mais également faciliter le déplacement et l'action de transfert pour l'aide-soignant. Ce secteur d'activité est un secteur d'activité où les accidents du travail, les maladies professionnelles, notamment liées aux troubles musculo-squelettiques, sont très importants. C'est en prévention des troubles musculo-squelettiques qu'il était important effectivement de mettre en place ce type d'équipement qui allait considérablement améliorer les conditions de travail des collaborateurs, mais également des résidents. La collaboration en continu avec l'établissement permet déjà de toujours se tenir en veille des différentes situations de travail, des améliorations qui peuvent être apportées de par les métiers et par l'établissement et qui permet d'être toujours proactif, proposer des actions de prévention qui soient adaptées à l'établissement. C'est l'établissement qui donne le tempo et les équipes de prévention sont là pour les accompagner au fur et à mesure de la vie de l'établissement. Ce travail de collaboration avec le service de santé au travail nous amène aujourd'hui à des aménagements qui nous apportent entière satisfaction dans l'amélioration de la qualité de travail de nos collaborateurs, mais aussi et surtout sur l'amélioration de la prise en charge de nos résidents. Voilà donc pour ces deux reportages à Rouen et à Paris. Vincent Jiménez, on l'a vu, donc cette fonction des SPSTI qui consiste à identifier les risques au travail et conseiller les employeurs, est-ce que c'est bien connu aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est bien connu. On a décompté là récemment l'intégralité de l'action des SPSTI en la matière, puisque on sait que pour l'exercice 2022, ils ont fait 1 713 actions en milieu de travail, dont 5% d'entre elles consistent en l'appui à la démarche d'évaluation des risques professionnels. Cette démarche d'évaluation des risques professionnels est un des enjeux majeurs pour l'État et les partenaires sociaux. Elle est même inscrite au titre des politiques prioritaires du gouvernement et fait partie intégrante des actions menées dans le cadre du plan santé au travail numéro 4 pour la période 2021-2025 et du plan de lutte contre les accidents graves et mortels. Et justement, la Direction générale du travail s'est dotée dernièrement d'un outil de suivi, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Nous avons publié la semaine dernière le premier rapport d'activité et de gestion de ces services pour l'exercice 2022. Et c'est un exercice qu'on est amené à répéter chaque année à partir d'une enquête auprès des SPSTI qui nous permet d'avoir une vision globale et centralisée de leur action. Je me tourne maintenant vers vous, Céline Fage. Vous dirigez justement un SPSTI dans l'Isère, je le rappelle, du côté de Grenoble. Est-ce que c'est vraiment une priorité dans l'action que vous menez, justement ? Tout est prioritaire, c'est là que c'est compliqué au quotidien. En fait, oui, je rebondis. Alors, les actions sont bien connues, les actions de terrain sont bien connues, mais on voit bien que si on organise les rencontres santé-travail, c'est pour les faire connaître encore davantage. Parce que finalement, on se rend bien compte que chaque entreprise dans laquelle on va nous dit « Ah, mais je ne savais pas que c'était dans ma cotisation ». Et du coup, cette démarche-là qu'on fait, eh ben, c'est beaucoup de pédagogie au quotidien. Donc voilà, on a beaucoup d'actions, à la fois les fiches d'entreprise, qu'on essaye vraiment de déployer et de mettre en œuvre dès l'adhésion de l'entreprise, et puis de mettre à jour régulièrement. Et là, les deux reportages sont très intéressants parce que les retours des entreprises montrent bien qu'on peut être utile et que finalement, ce n'est pas un coût en plus, c'est compris dans leur cotisation. Et alors, qu'est-ce que vous mettez en œuvre justement pour progresser sur cette question-là ?
de la communication, puisqu'on n'a jamais été très doué sur l'exercice. Et je pense que ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts là-dessus. En fait, on a recruté aussi pas mal de préventeurs, voilà, donc de tout métier confondu, que ce soit des ergonomes, des psychologues du travail, des ingénieurs, des techniciens en prévention des risques ou spécialisés dans le risque chimique. Aujourd'hui, on a des équipes pluridisciplinaires qui sont constituées de nombreux professionnels. Les médecins aussi trouvent un appui auprès de ces professionnels et il y a vraiment un partage de l'information et tout ce partage-là se fait avec les employeurs, avec les salariés des entreprises adhérentes et de plus en plus aussi avec les partenaires sociaux. Et c'est important bien sûr de le rappeler. Donc on a vu l'aspect préventif à l'instant, on va parler maintenant du suivi de l'état de santé parce que cela dit, la visite médicale reste un marqueur très important dans l'activité des SPSTI. Le suivi de l'état de santé, c'est le deuxième volet de l'offre des services définis par les partenaires sociaux, mais aussi par l'État bien sûr. Et au-delà d'une visite périodique, au moins tous les 5 ans, aujourd'hui il y a différents types de visites qui existent en fonction de la situation du salarié. Parfois, elle peut même s'organiser pendant l'arrêt de travail pour anticiper un retour au travail dans des bonnes conditions. C'est ce qu'on verra à Lyon tout de suite dans un reportage. Et puis ensuite, on verra à Paris, dans un instant, comment un SPSTI cherche à faciliter cette prise de rendez-vous et ce qu'en pensent d'ailleurs les entreprises. On regarde ça tout de suite et ensuite on commente. Donc moi c'est Baron David, je suis dans l'entreprise depuis avril 2017 en tant qu'au départ magasinier vendeur et voilà, suite à un accident je passe à un poste administratif. Donc à partir de fin 2021 j'ai repris à temps partiel mais avec une difficulté de ne plus pouvoir porter, une difficulté aussi à marcher. Donc voilà, pour retrouver mon ancien poste c'était pas possible. Depuis le départ j'ai été accompagné par le docteur Badel. Je suis le docteur Régis Badel, je suis médecin du travail à l'AST Grand Lyon. Alors l'accompagnement a été facilité parce qu'on a eu des interlocuteurs en face de nous, et notamment au niveau de l'entreprise, qui étaient très coopérants. On a été amené à le recevoir en visite de pré-reprise à de nombreuses reprises, justement, puisque je crois qu'on a eu une dizaine de visites de pré-reprise, puisqu'il fallait évoluer la situation clinique en fonction de l'amélioration de l'état de santé de M. Baron. Donc la visite de pré-reprise, elle est essentielle parce qu'elle permet de rencontrer un salarié pendant son arrêt maladie pour essayer d'évaluer avec lui les possibilités qui vont s'offrir à nous au moment de la reprise et surtout évaluer les difficultés qui vont pouvoir se présenter au moment de la reprise. Ce qui a été le cas pour M. Baron. Il a été accompagné au tout début par un réseau qui s'appelle le réseau Comet. On a pu mettre en place une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et puis on a essayé au cours de ces visites de pré-reprise surtout de canaliser un petit peu la volonté de reprendre le travail. Je n'étais pas du tout conscient de ce que c'était en fait. Mais du coup, voilà, donc ne pas aller trop vite. Surtout dans mon cas, parce que moi je voulais un peu, pas brûler les étapes, mais aller trop vite. Et c'est là où le docteur Badel m'a tout expliqué, voilà, d'y aller doucement, progressivement, mais voilà, ne pas revenir en arrière, quoi. Et donc, du fait de toutes les visites, voilà, ça a été un long cheminement, mais ça s'est fait. Donc cette visite de pré-reprise nous a permis de mettre en place plusieurs étapes. D'abord, de remplir un dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de venir faire une étude du poste de travail de M. Baron, de rencontrer son employeur pour échanger avec lui sur les possibilités de reprise au sein de l'entreprise, et puis de mettre en place ce qu'on appelle un essai encadré, qui est une reprise d'activité du salarié pendant son arrêt maladie, ce qui permet d'identifier un petit peu les freins qui vont se présenter au moment de la reprise, et puis d'activer les leviers justement pour que cette reprise se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, suivant les aménagements, savoir si on était bien ou pas, s'il y avait trop, s'il n'y avait pas assez, enfin voilà. Très vite, on s'est rendu compte que la reprise sur le poste à l'atelier ne serait plus possible à 100%. Donc après de multiples échanges avec l'employeur, on a essayé d'identifier des solutions pour qu'il puisse reprendre sur une activité mixte avec un petit peu d'atelier mais sans manutention, et puis un travail un peu plus administratif. Une fois que toutes ces pistes ont pu être explorées et que l'employeur a réussi à mettre en place des choses, on a pu à ce moment-là solliciter le réseau Cap Emploi et la GFIP pour obtenir des financements pour l'aménagement de postes définitifs sur le versant administratif et aussi sur le versant atelier, puisque M. Baron voulait absolument conserver une activité à l'atelier, ce qui a pu être réalisé.
La réussite de cet accompagnement, elle est liée à la volonté du salarié, en premier lieu, de reprendre son travail, de rester dans son entreprise d'origine et de conserver aussi une activité au sein de l'atelier pour être en lien avec ses collègues. Le deuxième facteur de réussite, c'est évidemment l'investissement de l'employeur à tous les instants. Après, maintenant, je fais un travail administratif et accueil du client au comptoir. On a tous poussé dans le même sens, que ce soit côté entreprise, que ce soit Dr Badet, que ce soit mes collègues de travail, ils ont tous, on a tous poussé dans le même sens. Et puis après, des aménagements qui ont été faits, qui sont adaptés pour moi, pour mes nouveaux postes. Je trouve que l'accompagnement de M. Baron est assez exemplaire du fait que quand tout le monde se mobilise et qu'on a une coopération de tous les acteurs, on peut avoir des beaux résultats et que cette réussite, il la doit à lui, à son employeur et puis à des gens qui ont pu l'accompagner. Je voulais remercier tous les intervenants dans mon cas parce que j'ai été très bien accompagné. Le service de rendez-vous en ligne que nous proposons à nos adhérents fonctionne de manière relativement simple. Tout d'abord, il est inclus dans un espace connecté qui régit la relation contractuelle entre notre service et l'entreprise adhérente. Et ensuite, c'est assez simple. Les entreprises peuvent donc accéder à notre planning pour pouvoir positionner 3 types de rendez-vous aujourd'hui. Les rendez-vous de visite initiale, c'est-à-dire ceux liés à l'embauche, les rendez-vous périodiques et les rendez-vous de reprise à la suite d'un arrêt d'une certaine durée. Nous avons décidé de mettre ce dispositif en place pour plusieurs raisons. La première, c'est pour améliorer la qualité de la relation avec nos entreprises adhérentes et leurs salariés. La seconde chose, c'est que malgré ce temps consacré, nous avons un absentéisme qui est énorme et qui pèse sur le temps médical. C'est 2 raisons principales. Et puis, une autre raison, c'est que la réglementation, depuis la loi du 2 août 2021, nous impose d'être en mesure de proposer ce type de service. L'intérêt que les entreprises vont retrouver dans ces espaces connectés tient en quelques mots. Simplification de leur démarche, transparence, capacité à suivre l'ensemble des rendez-vous de leur personnel et à les permuter le cas échéant. L'avantage pour le travailleur, c'est qu'il va retrouver dans son espace connecté l'ensemble des informations relatives au suivi de son état de santé. Et il retrouvera aussi la liste des rendez-vous passés et des rendez-vous à venir, de manière à n'en oublier aucun. Ces nouveaux services en ligne vont être utiles à la démarche de prévention parce qu'ils vont permettre à l'entreprise et à leurs salariés d'être acteurs de leur propre démarche. Ensuite, ils vont leur permettre d'accéder à tout un tas de documents et d'outils, notamment des e-learning, pour qu'ils puissent progresser dans cette démarche de prévention. En résumé, ces nouveaux services vont permettre de rapprocher l'entreprise, les salariés, leurs représentants du personnel et notre service de santé au travail. Ce rapprochement est nécessaire pour trouver les meilleures solutions d'accompagnement à la fois collectif pour les entreprises et individuelles pour les salariés. Docteur Christophe Garchery, on l'a vu dans ces reportages. Alors, je rappelle que vous êtes médecin du travail, directeur des équipes pluridisciplinaires d'un SPSTI d'Île-de-France, Prevlink. On l'a vu, donc, je le disais, dans le premier reportage, que les visites pouvaient avoir un objet spécifique adapté à la situation des personnes. Quels sont les grands types de visites et leur objet ? Alors il y a le contexte, il va y avoir 2 grands types de visites. Vous allez avoir la visite plutôt périodique pour le suivi périodique, donc ça va être la visite d'embauche et la visite périodique soit à 5 ans quand le travailleur n'est pas exposé à des risques particuliers, et ce délai est raccourci à 2 ans lorsqu'il est soumis à des risques particuliers. Et puis il y a les visites qu'on peut appeler des aléas, c'est des situations problématiques ou qui posent question, comme par exemple des visites à la demande, visite à la demande du salarié, visite à la demande de l'employeur, ou visite à la demande du médecin du travail lui-même, qui avait déjà vu auparavant le travailleur. Et puis vous avez tout ce qui est visite de reprise, bien sûr, et visite de pré-reprise, qui a été introduite depuis 2017 et qui permet d'anticiper de bonnes conditions pour la reprise du travail. Donc actuellement, nos médecins réalisent quand même beaucoup de visites d'aléas. C'est eux qui font la plupart de ces C'est ça, c'était ma question. Qui réalise finalement ces visites ? Alors 55% de l'activité des médecins sont des visites d'aléas.
Et la plupart du temps, les infirmières réalisent le suivi périodique des travailleurs non exposés à des risques particuliers. D'accord, donc ce n'est pas toujours le médecin du travail. Non, ce n'est pas toujours le médecin du travail. Et d'ailleurs, la réforme de 2021 introduit une nouveauté avec encore plus de délégabilité aux infirmières, notamment tout ce qui est visite de mi-carrière, visite post-exposition, visite de reprise aussi et visite de pré-reprise. Mais actuellement, les services n'ont pas encore lancé cette délégation aux infirmières. D'accord. Je me retourne vers vous, Vincent Jiménez. On comprend que le suivi de l'état de santé qu'assurent les SPSTI, on l'a vu et on en parle depuis tout à l'heure, est aujourd'hui plus adapté à la situation de chacun. Qu'en est-il en réalité d'après vos chiffres ? Alors d'après nos chiffres qui s'inscrivent dans un contexte de démographie médicale assez défavorable, sujet sur lequel l'État et les pouvoirs publics essayent aussi de trouver des solutions, les SPSTI affichent pour l'année 2022 7,3 millions de visites. Ces 7,3 millions de visites, elles sont à rapporter aux 15,5 millions de salariés suivis, soit près d'une couverture de près de 40% de l'effectif. Mais le suivi individuel de l'état de santé, ce n'est pas seulement des visites, c'est aussi l'alimentation d'un dossier médical en santé au travail et la capitalisation au cours de la carrière de données qui permettent de vraiment disposer d'un état global de l'état de santé du salarié. Les SPSTI aujourd'hui disposent, ont alimenté 14,7 millions de dossiers médicaux dématérialisés qui pourront à terme alimenter le dossier médical partagé et aussi être portables tout au long de la carrière pour en disposer à l'issue de sa carrière dans un contexte où la pénibilité et l'allongement de la durée des carrières est dans notre actualité. D'accord, donc ça ce sont des perspectives. En tout cas, on a vu le suivi de l'état de santé, on a vu la prévention, le suivi de l'état de santé. On voit donc se dessiner le sens véritablement de l'action de ces SPSTI auprès de chacun, évaluer les risques, prévenir, suivre l'état de santé du travailleur, adapter en fonction d'ailleurs des différents risques. Mais qu'en est-il justement des problèmes de santé qui sont déjà là, et est-ce qu'il y a parfois un risque tout simplement de perdre son emploi? Comment prévenir ça? C'est l'objet du troisième volet de l'action des SPSTI, la prévention de la désinsertion professionnelle. Et pour illustrer cela, on va aller à Montpellier, un accident de la vie qui a mis en jeu la poursuite de l'activité professionnelle d'un jeune homme. Et puis ensuite, on ira à Marseille, puisque après 3 ans d'arrêt maladie, une salariée ne pouvait plus envisager un retour à son poste. Alors comment les SPSTI ont pu les aider en lien avec leurs employeurs à garder justement leur travail? On voit ça tout de suite et puis on commente après. Benjamin Lamolle, j'ai 24 ans. Je suis ici parce que j'ai été employé dans une société de travaux en étant commercial. Je suis ici à l'EPALS parce que j'ai été accompagné par la médecine du travail dans l'aménagement de mon secteur dans lequel je travaille. Donc moi je suis Julie Escalade, je suis assistante sociale du travail et j'interviens du coup à l'EPALS. Je suis le Dr Telade, du coup médecin du travail, coordonnateur de l'EPALS. Donc à la suite de mon accident de moto en 2021, j'ai fait 1 an de fauteuil roulant. J'ai eu plusieurs problèmes en tant que commercial itinérant, surtout la voiture. Les conséquences directes, ça a été la motricité, monter aux échelles, parce que pour vendre une toiture aujourd'hui, il faut monter sur la toiture. Ce qui est lié à mon accident, c'est le genou et la cheville. Adapter une échelle avec des marches moins hautes. Et c'est ça les problématiques que j'ai rencontrées dans le métier. Ne pas pouvoir escalader quelque chose ou ramper dans les combles. Enfin voilà, c'est des choses qu'on fait dans le métier pour aller voir vraiment d'où vient le problème. Je suis commercial, je suis là pour vendre. Et si je trouve pas le problème, je peux pas vendre la solution. Donc j'ai fait une évaluation de la situation globale du salarié. On a instruit un dossier RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pour tout ce qui était maintien dans l'emploi. Avec moi, il a instruit le dossier MDPH. Je l'ai orienté vers le service de Cap Emploi, où moi je leur ai demandé de faire le point avec lui pour réfléchir ou voir les financements pour aménager son poste de travail. Alors d'abord, il a été reçu par une infirmière en santé au travail. Donc elle a repéré des difficultés et des problématiques de santé qui impactaient sur sa situation de travail et sur son activité professionnelle. Ça nous a permis de déclencher et d'initier un plan de maintien en emploi spécifique pour ce salarié.
On a mis en place 2 types d'aménagements. Le premier, c'était un aménagement matériel avec un véhicule à boîte automatique en lien avec son handicap et ses limitations d'activité. Et le deuxième, c'était un aménagement un petit peu plus organisationnel sur la restriction au niveau de certaines tâches et de certaines activités au niveau du travail. C'est mon employeur qui a pris le rendez-vous suite à ma demande. C'est expliquer la situation, mes problématiques et surtout trouver la bonne solution. Lui, il me conseille médicalement et du coup, il m'a réorienté vers l'assistante sociale pour faire un dossier pour devenir travailleur handicapé et que ça soit reconnu et mettre en place à effet immédiat une voiture automatique. Alors il y a 2 volets pour moi. Le premier, c'est qu'on a permis d'apporter une solution aux salariés et à son entreprise. Et le deuxième, ça a été une collaboration interne, parce qu'il y a toute une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans le cadre du maintien en emploi au sein de l'EPALS. Donc moi, quand je vais le recevoir, c'est vraiment tout ce qui est dédramatisation de la situation, acceptation de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui peut ne pas être souvent acceptée par un salarié aussi jeune que lui en plus. Donc on est vraiment dans la désensibilisation, on dédramatise et ensuite on instruit progressivement ce dossier. Ce dossier-là, d'être reconnu travailleur handicapé, donc ça a été un bénéfice aussi pour mon patron d'abord, et ensuite du coup la voiture qui a été changée en automatique. Ça veut dire moins de douleur, on dort mieux la nuit, tout est adapté, on n'a pas besoin d'avoir ces petites pensées, attends, comment je vais faire là pour monter, ou ah là je vais peut-être me faire mal. Non, on a les équipements adaptés, donc on pose l'échelle, on monte et on fait le travail beaucoup plus vite. On n'est pas un numéro de ciré d'une entreprise, on est la personne qui est en face et ils vont vous accompagner jusqu'au bout. Alors, Laurence Martinez, je suis médecin du travail et médecin coordonnateur de la cellule prévention de la désinsertion professionnelle à l'AISMT 13. Philomène Giglio, chargée de maintien en emploi au sein de la cellule prévention de la désinsertion professionnelle. Cette salariée nous a été adressée par son médecin du travail. Cette salariée avait pris rendez-vous avec lui parce qu'elle était en arrêt et qu'elle ne se voyait pas retourner sur son poste de travail parce qu'après des années de bons et loyaux services, elle était usée, donc elle était presque aux 3 ans d'arrêt et elle ne se reprojetait pas en fait sur le retour à l'emploi. Notre équipe cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle, c'est une équipe pluridisciplinaire qui vont accompagner des salariés qui sont à risque d'inaptitude pour la plupart et pour lesquels il va falloir déployer des outils pour leur permettre de rester en emploi. En premier, effectivement, il y a eu un bilan social, un bilan psychologique, un bilan maintien et il y a eu aussi un travail important qui a été fait auprès de l'entreprise, notamment par notre chargé d'études ergonomiques. On a très vite été vers la DRH. L'idée, c'est de faire un bilan complet de la situation de la salariée au niveau professionnel et au niveau personnel aussi, et à lever les freins et la mener vers un retour en emploi. Mais dans un autre établissement du groupe avec un public dont elle s'occuperait qui serait quand même beaucoup plus autonome. Donc la salariée a été d'accord et donc on a mis en place l'essai encadré, qui est un outil qu'on développe pendant l'arrêt de travail, avec une mise en situation pendant 15 jours sur le poste de travail. C'est quand même un outil pour lequel il va falloir plusieurs accords. On va avoir l'accord du médecin du travail, l'accord du médecin conseil, l'accord de l'employeur, du salarié et du médecin traitant. Donc c'est une coordination assez importante. Et donc on a contacté l'employeur et notamment la responsable régionale, ressources humaines, avec laquelle on a travaillé et on lui a expliqué la situation. L'idée c'était de voir avec elle dans quel établissement la salariée pourrait être repositionnée et pour lui donner les moyens de se dire je ne continue pas dans cette branche. Je parlais tout à l'heure de décloisonnement, je pense que c'est ça. C'était de dire à la DRH qui nous disait, mais nous, chaque directeur est responsable de son antenne et a toute l'attitude pour embaucher et gérer les inaptitudes quand elles arrivent. Elle s'est rendue compte que ce métier lui convenait toujours, donc elle a été reclassée, on appelle un reclassement en interne, dans un autre établissement mais en interne du groupe, sur le même poste, dans l'autre établissement, et en fait elle va très bien puisqu'on l'a rappelée pour savoir comment ça se passait, et ça va très bien et elle est contente d'être dans cette entreprise. Alors, les facteurs de réussite, c'est le temps qu'on prend et la connaissance, qu'on a des outils. Ce qui a fait que cette situation était arrivée on arrivait à forclusion, on arrivait à la fin de l'arrêt maladie, donc il fallait être assez rapide. Et le fait de bien connaître les outils, d'être en capacité de mobiliser ça, et surtout d'avoir un employeur qui était très impliqué et motivé, qui avait envie de garder sa salariée et qui avait les moyens aussi de pouvoir positionner la salariée sur d'autres établissements.
Docteur Garchery, on a vu justement l'importance de ce qu'est cet accompagnement des SPSTI. Est-ce que vous pouvez nous éclairer plus largement sur ce que recouvre la prévention, on l'a vu, de la désinsertion justement professionnelle dans votre activité ? Alors la prévention de la désinsertion professionnelle, elle va commencer très tôt, le plus tôt possible, notamment quand le travailleur est en arrêt de travail, avec cette visite de pré-reprise qui permet d'anticiper les conditions de la reprise. Il va nécessairement y avoir un échange qui va être fait entre le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire et l'employeur pour améliorer ses conditions de reprise. Il peut y avoir aussi un rendez-vous de liaison qui est organisé par l'employeur auquel l'équipe pluridisciplinaire peut être associée. Et ça permet, pendant l'arrêt de travail, vraiment d'anticiper ensemble, à 3 parties, on va dire, cette reprise. Rendez-vous de liaison, c'est-à-dire ? Alors, c'est un rendez-vous qui est organisé par l'employeur pendant l'arrêt de travail du salarié. Et puis, il l'invite à venir dans l'entreprise discuter des conditions de reprise, de ce qui peut être fait comme aménagement. Donc là, c'est très important d'y associer l'équipe pluridisciplinaire, surtout si le travailleur a été vu par le médecin pendant l'arrêt de travail, parce que sans donner d'éléments médicaux, il peut déjà prévoir des futurs aménagements et comme ça, l'employeur peut mettre en place ces aménagements avant la reprise effective. Voilà. Vincent Jiménez, est-ce que c'est une part importante justement de l'activité des SPSTI, cette question de la désinsertion, enfin de la prévention de la désinsertion professionnelle ? Oui, les aménagements dont parle le docteur Garchery représentent par exemple 540 327 recommandations écrites à l'intention de travailleurs. Ce sont des conseils et c'est l'outil vraiment principal de prévention de la désinsertion professionnelle. C'est un axe qui est un axe majeur de la réforme de 2021 et qui, à nouveau, s'inscrit dans un contexte de vieillissement de la population et d'allongement de la durée des carrières. Et à ce titre, la loi et la réforme a demandé au SPSTI d'intégrer des cellules spécialisées en prévention de la désinsertion professionnelle qui sont en train d'être mises en place partout. Et en 2022, déjà, année de mise en œuvre, de mise en œuvre de cette réforme, déjà 95 000 personnes avaient bénéficié de l'accompagnement par une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Justement, cette cellule, Céline Fage, vous êtes justement la directrice, je le rappelle, d'un SPSTI, Présentis. Quels sont les professionnels qui composent justement cette cellule ? Alors, on a des psychologues du travail, assistantes sociales, et puis différents professionnels, ergonomes, infirmiers aussi de santé au travail. En fait, nous, la cellule, elle existait avant la loi. Alors, ce qui est très bien, c'est que du coup, la loi est venue renforcer la nécessité et appuyer là où peut-être certains avaient quelques doutes. Et c'est là peut-être que le volet opérationnel de l'application de la loi, c'est de se dire comment en interne les équipes arrivent à comprendre l'intérêt de la démarche. Et un médecin du travail qui pouvait travailler peut-être un peu seul, là, il peut s'appuyer sur une cellule qui est composé de plusieurs référents de parcours et on voit que chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est de l'interdisciplinarité au-delà de la plurie. Est-ce que vous avez des exemples concrets auxquels vous avez été confrontés en tout cas sur cette question-là au sein de votre SPSTI? Alors, moi, en tant que directrice, je n'ai pas accès forcément à ces éléments-là. En fait, j'ai des retours comme quoi le médecin est satisfait d'avoir pu trouver appui auprès des membres de la cellule. Après, je sais qu'au sein de la cellule, donc, il y a des salariés qui ont été reçus une fois, 2 fois, qu'il y a un suivi qui est établi dans le temps pour accompagner vraiment, accompagner le salarié, accompagner l'employeur, permettre le discours, les échanges, en fait, ce qu'évoquait le docteur Garchery tout à l'heure. Alors on va continuer, je vous propose notre tour de France, on a fait Lille, on a fait Paris, Rouen et finalement on le comprend, l'ensemble de vos activités, de votre activité vise à développer la prévention sous toutes ses formes, impliquant les acteurs des entreprises. Le SPSTI peut donner aussi des conseils et transférer des compétences, c'est ce qu'on va voir du côté de Narbonne avec le développement d'un réseau de relais de prévention. On regarde ce reportage et ensuite on le commente.
moi, c'est Maïlis Sarignena. Je suis présidente de l'entreprise SEIA Électronique. La formation relais de prévention, pour moi, c'était important de me tenir au courant de tout ce qu'il fallait mettre en place au niveau de l'entreprise, les obligations qu'on avait, nous, en tant qu'employeurs, et aussi que les salariés pouvaient avoir. Je m'appelle Laurent Bastide, je suis ingénieur en prévention des risques professionnels au CISO Narbonne depuis 2013. J'anime la démarche des relais de prévention que j'ai créée en 2019. C'est une démarche qui permet de récompenser les entreprises qui sont vertueuses en matière de prévention des risques professionnels. Le chef d'entreprise, en fait, qui vient suivre donc un programme spécifique de formation. Donc on appelle ça une formation-action. Pour l'entreprise, cette démarche répond à 3 objectifs principaux. Lui permettre de satisfaire ses obligations réglementaires. La deuxième, de maîtriser les risques en mode amélioration continue à travers la mise en place de points de progrès. Et la troisième, c'est de fidéliser ses salariés. Cette formation, ça nous permet justement de voir un petit peu dans ce qu'on fait bien et ce qu'on peut ne pas faire bien, les axes à améliorer, autant sur la protection des personnes, que ce soit en collectif ou en individuel. Donc c'est vraiment apporter de la sécurité au niveau de l'entreprise. On fait signer une convention d'engagement à l'entreprise qui permet de formaliser les objectifs de chacun. Ensuite, deuxième étape, le relais vient en formation, dont le but est de lui permettre de s'acculturer en prévention des risques, mais également d'apprendre tout le vocabulaire lié à cette thématique. Troisième étape, donc la pratique qui se déroule directement en entreprise. L'objectif est de prendre en compte la réalité du terrain. Et cela grâce à la mise en place de ce qu'on appelle le plan d'action de réduction des risques. À l'intérieur, on y retrouve l'ensemble des points de progrès. Et les points de progrès, c'est des actions de prévention qu'on décide de copiloter ensemble. Au niveau de cette formation, ce qui a été vraiment intéressant, c'était de pouvoir discuter avec d'autres chefs d'entreprise et se rendre compte qu'on avait les mêmes enjeux en fait, et vraiment retenir qu'il y a quand même un protocole à suivre quand il y a un accident. Et la formation d'aujourd'hui était vraiment intéressante, c'était vraiment pratique. C'est pour ça qu'on parle de cette notion de copilotage. C'est l'étape du terrain, c'est le croisement des regards entre le chef d'entreprise et le relais, à travers les points de progrès. On se fixe une échéance donnée et l'idée en fait, c'est que les points de progrès soient faits en concertation pour que ce soit réaliste. Tous ces points de progrès figurent dans le plan d'action de réduction des risques. Le relais, lui, va notifier l'état d'avancement de chaque point de progrès et le formateur, lui, va permettre de fluidifier un petit peu cette mise en place et va également accompagner le relais dans la validation de ces points de progrès. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on les sollicite, ils sont là, ils ont plusieurs personnes qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir que les médecines du travail à l'heure actuelle ne sont pas là que pour le salarié et pour le recevoir lors de visites, mais qu'il y a vraiment un accompagnement global qui est apporté aussi aux dirigeants pour éviter tout risque. Et ça, c'est vraiment appréciable. Donc nous, au niveau de notre structure, on est en pleine refonte et réaménagement de nos ateliers. Et justement, on a utilisé le SIST pour mettre en place de l'aspiration. Donc c'était comment on la met en place et tout ça justement pour éviter le risque qui peut être très dangereux au niveau de la respiration. En formant le relais de prévention, on va lui acquérir de la connaissance et on va lui ouvrir un nouveau regard sur la prévention des risques, sur la situation aussi de son entreprise. Au quotidien, on voit que les relais de prévention acquièrent différents réflexes, mais aussi que la prévention permet aussi de leur faire prendre des décisions, de les pousser à des décisions qu'ils n'auraient pas prises avant cette formation. Donc on voit que toute cette maturité acquise au travers de ce parcours va accompagner l'entreprise à diminuer le nombre de ses comportements à risque, donc de ces accidents du travail. Et donc c'est un gage de réussite et ça permet aussi de rassurer ses salariés. Alors avant de revenir sur ce que l'on a vu, ces relais de prévention, peut-être docteur, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette question du maintien à l'emploi de cette cellule ? Oui, la cellule maintien en emploi, elle a plusieurs rôles à jouer. Elle doit pouvoir faire en sorte que les aménagements soient réalisables et donc elle peut, avec l'aide de partenaires comme Cap Emploi, faire en sorte que la GFIP finance les aménagements du poste de travail quand le travailleur est handicapé. Et puis elle a aussi un rôle à jouer dans l'employabilité du travailleur. Par exemple, il a perdu des fonctionnalités, il ne peut plus utiliser son membre supérieur, son membre inférieur. Comment on fait pour retrouver un emploi dans ces conditions-là ? Donc il y a ces aménagements qui peuvent être pris en charge d'un côté et puis après travailler sur l'employabilité des travailleurs.
D'accord, c'était important de le préciser, bien sûr. Donc on le voit depuis tout à l'heure, le rôle vraiment de ces SPSTI. Alors, ces rencontres santé-travail, Sandra Vassy, vous êtes sur ce plateau, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du réseau Présence. Pouvez-vous revenir sur ce qui vous a poussé à être finalement, à entamer cette initiative ? Alors oui, en effet, on en est à la 5e édition des rencontres santé-travail et ce dispositif, il est né du besoin qu'ont eu les SPSTI de parler d'une voix commune à un moment donné dans l'année à tout leur environnement et ce pour présenter leurs missions qui sont connues inégalement, on va dire, sur le territoire. Donc effectivement, il y a 3 objectifs. L'un de ces objectifs, c'est de faire progresser la culture de prévention, donc de donner à connaître l'offre de services, l'offre socle de services dans ces 3 volets, donc ce dont on a parlé dans notre première partie d'émission, et puis par des initiatives comme ces relais de prévention qu'on vient de voir, contribuer à faire progresser encore la culture de prévention dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont les entreprises elles-mêmes et ces acteurs, l'employeur et le travailleur, qui s'emparent des mesures de prévention le plus en amont possible. Dans nos autres objectifs, on avait le sujet de la valorisation de l'action de terrain des SPSTI. Donc c'est 18 000 personnes sur le terrain, travaillent chaque jour auprès d'1,5 million d'employeurs. Pour 15 millions de travailleurs. Pour plus de 15 millions de travailleurs, en effet. Et il y a vraiment à illustrer et à donner à connaître par l'exemple, par la rencontre, par le témoignage, ce qu'ils font. Voilà. Et puis enfin, il y a aussi à s'affirmer comme un réseau qui est capable de parler d'une voix commune, puisque nous mettons en œuvre la même offre de services dans le cadre de la même réglementation d'ailleurs, mais avec un ancrage territorial, je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Absolument, absolument. En tout cas, je vous propose de voir quelques exemples aux 4 coins du pays de ce qui s'est passé cette semaine dans le cadre justement de ces rencontres santé-travail du réseau Présence, placées sous le thème cette année, on l'a dit tout à l'heure, bien sûr des Jeux Olympiques, année olympique pour la France, la prévention des risques professionnels, un sport d'équipe. Regardez. Alors notre mission, elle consiste surtout à préserver la santé des salariés dans tous les compartiments de leur activité professionnelle. Donc d'abord le côté médical et éviter la dégradation de la santé au travail et aider les entreprises et les chefs d'entreprise à préserver cette santé qui est précieuse. Pour nous, ce qui était précieux, c'était d'avoir cette intervention du professeur Carré qui a un haut niveau de compétences et d'expertise sur les risques liés à la sédentarité. Et ça nous a permis d'ouvrir le débat sur les possibilités d'action en milieu professionnel. Donc je trouve que les 2 interventions étaient tout à fait complémentaires. Vous êtes sans doute sûrement curieux de savoir si vous pouvez faire quelque chose pour lutter contre la sédentarité au sein de vos entreprises ou en dehors. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai été choquée par beaucoup d'informations, et notamment de chiffres et de pourcentages. Moi j'étais un petit peu binaire, je me disais pour être en forme il faut faire du sport. Ce matin j'ai appris qu'il y a autre chose, de sans doute plus simple. On peut installer des petits pédaliers sous les bureaux qui permettent de faire du vélo en travaillant. Pour avoir une activité physique même quand on est malheureusement assis sur une chaise qui tue. L'accompagnement des dirigeants d'entreprise se construit en 3 axes principaux. Donc le premier, l'axe maintien en emploi. Le deuxième axe, ça va être l'accompagnement social. Et enfin, le 3e axe, ça va être l'accompagnement psychologique.
L'offre qui est dédiée aux dirigeants de la part du SSTI 03 va faire partie de leurs droits une fois qu'ils adhèrent au service de santé au travail. Donc la connaître et pouvoir la mobiliser dans les situations où ça va être intéressant pour eux et de pouvoir prendre en charge et les accompagner sur certaines problématiques ou situations sur lesquelles ils vont devoir faire appel à leur médecin du travail ou aux équipes de prévention. J'ai souhaité participer à cet événement parce que je me suis sentie concernée par la thématique de la prévention de la santé des dirigeants et j'ai pensé que c'était important de prendre soin de nous pour pouvoir prendre soin de notre entreprise. Je ne connaissais pas l'offre dédiée par la structure et j'étais très agréablement surprise de découvrir que les services proposés aux salariés pouvaient également être mis en direction des dirigeants d'entreprise. Dans le cadre des rencontres santé-travail, nous avons pensé qu'il serait opportun, pour cette année olympique, de mettre un focus sur le sport. C'est la raison pour laquelle nous avons convié Pascal Papet, capitaine de l'équipe de France à 15 reprises. Et Pascal nous a expliqué l'importance d'une prévention à tout niveau. Le collaborateur, pour moi, c'est comme un sportif. Il doit être accompagné dans sa vie de tous les jours pour performer et il doit avoir des ressources. Ce que nous, on appelle les 3 batteries, la batterie mentale, émotionnelle et physique. Il faut s'assurer que ces 3 batteries, elles soient toujours à 100%. Comme on dit dans le sport, on ne vaut finalement que la batterie la plus faible. C'est un sujet qui est vraiment parallèle entre le monde du sport de haut niveau et le monde de l'entreprise. Un joueur de rugby aujourd'hui, il a tout un staff qui est là pour l'aider à performer. Alors on parle de performance physique, de performance technique, mais aussi de performance médicale et mentale. Ça permet aux joueurs d'aller vers la performance. Ça, c'est des choses qu'on peut décliner vers le monde de l'entreprise et trouver des solutions aussi via le sport. Pascal Papet qui nous a permis de souligner l'importance du bien-être. Et on s'est rendu compte que le bien-être, le sport et justement la santé au travail a une importance primordiale justement pour l'énergie collective, pour la rentabilité, pour que les choses avancent. Il faut que les gens soient bien et en bonne santé. Maintenant, c'est à nous de partager ça dans la médecine, dans le travail et dans les entreprises. Sandra Massy, donc on a vu en tout cas cette série de reportages. Combien d'événements il y a autour de cela? Et surtout, c'est la recherche de la proximité vraiment que vous souhaitez. Hein. Oui, en effet, oui. Alors cette semaine, les rencontres santé-travail, c'est 140 événements partout en France. Dont 110 en présentiel, donc avec des ateliers, des rencontres, des conférences comme on l'a vu. Il y a des jeux aussi, des escape games, enfin il y a des formats assez innovants sur le terrain. Et puis il y a une trentaine de gros webinaires qui sont proposés, de grands webinaires qui s'adressent souvent au public de plusieurs services. Donc les régions se sont organisées aussi pour présenter justement tel ou tel pan de l'offre de services à leurs adhérents sur le territoire. Alors pour répondre à votre question sur la proximité, c'est en effet dans l'ADN des SPSTI depuis toujours, puisque ce sont des associations loi 1901. Il faut que chacun ait bien à l'esprit et que leur gouvernance, en fait, elle est issue notamment des employeurs d'un territoire. Donc il y a toujours un ancrage territorial. Et puis ce sont aussi des acteurs de proximité, puisque dans notre enquête, on dénombre 12 000 points de visite possibles, accessibles aux employeurs et aux salariés. Alors il y a des centres fixes, il y a des centres annexes, il y a des centres en entreprise, il y a des centres mobiles, mais tout ça va dans le sens de mieux servir les employeurs et les travailleurs sur leur territoire, avec des équipes qui connaissent les risques professionnels du bassin d'emploi, en fait, qui ne sont pas les mêmes à Paris ou dans l'Isère, par définition, et qui ont des actions de terrain. C'était notre première partie d'émission à faire, et quand elles se déplacent, en fait, elles connaissent le secteur et elles ont besoin d'être en proximité et de ne pas avoir 3 heures de route à faire. Voilà. Et alors justement, je me tourne vers vous, Vincent Jiménez, de la Direction Générale du Travail. Est-ce que l'État mesure-t-il justement cette proximité ? Oui, c'était l'un des indicateurs de notre enquête. Et la majorité
des entreprises françaises sont à moins de 30 minutes d'un des centres fixes mobiles, ou en tout cas d'un des points de visite mentionnés par Madame Vassy. C'est une dimension très importante, cette proximité, et cette proximité en présentiel, puisque le ministère du Travail et les directions régionales en charge des questions travail veillent aussi à la couverture complète du territoire et à la mise en œuvre d'un cahier des charges national pour ces SPST qui est défini dans un décret et qui permettra de vérifier les attendus des SPST en matière de services et qui intégrera dès 2025 une nouvelle démarche de qualité, c'est-à-dire la certification de ces services mis en œuvre par la loi de 2021. Docteur Garchery, je me tourne vers vous parce que dans les événements qu'on a vus, il est question de sport, il est question aussi de lutte contre la sédentarité. Est-ce qu'on n'est pas plus sur une question d'ailleurs de santé publique que de santé au travail ? Eh bien, oui et non. Alors, oui, parce qu'effectivement, ce sont des grands enjeux de santé publique, et non, parce que ça concerne effectivement les travailleurs actifs, et dans la démarche de prévention primaire et collective, il est important de pouvoir passer les messages. Alors maintenant, les services de santé au travail sont légitimes pour mener des actions de santé publique, et ça peut être, par exemple, une journée porte ouverte dans un centre où on accueille des travailleurs du bassin d'emploi, et puis on leur propose de participer à plusieurs ateliers. Il peut y avoir par exemple des tests de dépistage de telle ou telle pathologie, des ateliers de sensibilisation sur le sommeil, sur l'alimentation, par exemple dans une journée dont le thème serait la prévention du risque cardiovasculaire. Il peut y avoir ensuite une initiation au massage cardiaque, et puis il pourrait y avoir par exemple un électrocardiogramme réalisé par le médecin et un bilan complet. Ça reste très large. Alors ça reste large effectivement, et on se rend compte, alors nous chez Prévelink on a déjà lancé ces actions-là, et on se rend compte que les employeurs et les travailleurs vraiment plébiscitent ce type d'action qui permettent vraiment d'anticiper très en amont. On a des personnes qui ont 30-40 ans et qui viennent déjà, qui se préoccupent de leur santé, et ça c'est plutôt un bon signe. Alors, Céline Fage, on l'a vu dans le reportage, il y a quelque chose, il y a cet aspect aussi qui est important, c'est que vous vous intéressez, et on le dit peut-être pas assez, à l'état de santé des dirigeants, tout simplement, et qui bien sûr, c'est une part de votre activité, et ça n'a pas toujours été le cas. Qu'avez-vous mis en place justement pour eux ? Alors, en effet, c'est un sujet un peu nouveau, alors qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'intéresse pas à eux. Je pense que tout un chacun mérite qu'on s'intéresse à sa santé. Et que ce soit les employeurs salariés ou les indépendants, on les laissait un petit peu sur le bas-côté. Et là, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment capital de leur montrer ce qu'on est capable de faire. Et s'intéresser à leur santé, c'est leur montrer que derrière, ça peut être utile aussi pour leurs collaborateurs. Parce ils peuvent avoir tendance à remettre en question l'intérêt de la visite et là revenir et leur dire mais finalement vous qui êtes concernés aussi, parce que vous avez des journées qui sont très longues, vous êtes soumis à du stress, vous dormez peut-être mal, vous vous alimentez peut-être mal. Voilà. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est capital qu'on s'adresse à eux. Nous, c'est un sujet qu'on a travaillé avec nos instances de gouvernance, de façon à ce qu'ils comprennent l'intérêt de la démarche et qu'on puisse proposer quelque chose qui ne soit pas la même chose que l'offre socle. Et donc là, on est vraiment dans le cadre de l'offre spécifique. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon moyen de les attirer. Parce que c'est pas le tout de proposer quelque chose, mais il faut qu'ils puissent être intéressés par la démarche aussi. Et c'était important de le préciser, en tout cas, cet aspect-là. Donc, si on résume, en fait, la prévention se développe en entreprise et les SPSTI sont des acteurs de proximité essentiels pour accompagner tout simplement les salariés et les employeurs dans leur démarche, que ce soit en les conseillant, en les évaluant ou encore en les suivant, en suivant en tout cas l'état de santé des travailleurs de manière adaptée. Alors pour terminer justement ces rencontres Santé-Travail 2024, la prévention des risques professionnels, un sport d'équipe, on va rejoindre Maurice Plaisant qui est président de Présence, qui a accueilli nos équipes à Ajaccio. Il est également président du SPSTI de Corse du Sud et il est mobilisé par les RST dans son département. On écoute Maurice Plaisant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est en tant que président de Présence que je m'adresse à vous
dans le cadre de cette 5e édition des rencontres santé-travail, la prévention en action. Il m'appartient donc de conclure cette émission. Mais, étant président du SPSTI 2A de Corse du Sud, je m'adresse à vous depuis Ajaccio, dans les locaux d'un de nos adhérents, Air Corsica. J'en profite pour remercier les dirigeants de cette compagnie aérienne de leur excellent accueil. À travers ces échanges et ces reportages, nous l'avons vu, la prévention se développe dans les entreprises et les différents exemples qui ont été mis en avant illustrent parfaitement la thématique que nous avons retenue pour cette année. La prévention des risques professionnels, un sport d'équipe. Ces différentes histoires de succès de la prévention traduisent le même constat. Les enjeux de prévention doivent être traités de manière collective et de manière globale. Pour faire avancer la santé au travail, il est essentiel de mobiliser l'ensemble des parties prenantes de la prévention, les services de prévention et de santé au travail interentreprises, bien sûr, mais aussi les travailleurs eux-mêmes, les employeurs et les acteurs institutionnels concernés. Les différents exemples évoqués dans l'émission mettent également en lumière un aspect fondamental. Les SPSTI sont des acteurs de proximité essentiels pour accompagner les entreprises dans cette démarche de prévention. Rappelons-le, les services de prévention et de santé au travail sont des associations administrées par des employeurs et des salariés issus des entreprises adhérentes, ce qui permet de répondre au mieux aux besoins spécifiques des bassins d'emploi. Ils mettent à disposition des compétences médicales et techniques de haut niveau, spécifiques à la santé au travail, et sont implantés sur tout le territoire national et ultramarin. Intervenir depuis le siège d'Air Corsica démontre l'esprit de proximité dans lequel sont organisées ces rencontres santé au travail partout en France. Il s'agit de valoriser l'action de terrain au quotidien des SPSTI. Encore une fois, notre réseau se mobilise pour faire connaître son rôle d'accompagnement des entreprises sur le terrain et je remercie l'ensemble des services pour leur engagement qui illustre la dynamique qui nous anime. Pour conclure, ce que je retiens de cette 5e édition des rencontres santé-travail, c'est que les progrès en matière de santé au travail passent par l'action de chacun au quotidien, par le développement d'une culture de la prévention à traduire dans l'activité de tous les jours. C'est donc l'engagement de tous en faveur de la santé au travail qui fera les progrès de demain. Je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui se mobilisent cette semaine pour que le travail soit plus que jamais facteur de santé. A ringraziarvi. Je vous remercie. Et voilà, donc ce sera le mot de la fin. Justement, j'espère que cette émission vous aura permis de mieux appréhender en tout cas l'intérêt de la prévention en entreprise. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. C'était passionnant. À bientôt.